Bonjour Jean-Paul Briguelli, on dit bien comme ça, Briguelli. On dit hein. Briguelli. On ne dit pas Brigandi. Non, non. Enfin, il n'y a pas de brigand dans Briguelli. Hein. Merci d'abord d'accepter de répondre sur ma modeste chaîne YouTube, hein, qui s'honore, qui s'agrandit de votre présence. Alors, deux mots pour vous présenter, bien que vous soyez connu. Vous êtes né à Marseille. Quel quartier? À l'hôpital de Timone, comme tout un chacun, j'avais l'habitude de dire que c'était là qu'était né Rimbaud et que Oui, la nature compensait oui, oui. en m'y faisant naître. Oui, oui. Mais c'est pas un quartier, la Timone. Autrement, j'ai vécu dans le 12e. Ah ben, le 12e, c'est quel quartier déjà? Bois-le-Maître, Montolivet. Ah oui, d'accord, oui, oui, d'accord. Ah ben, du côté des Arméniens alors. Non, les Arméniens, c'est Beaumont. C'est beau. Ah oui, c'est beau, c'est limitrophe alors. Hein. Voilà. D'accord, ok. Oui, moi c'était un peu plus bourge. Non, moi suis j'avais né en huitième, moi. des Français de souche, des petites racailles de l'époque, Oui, dans oui. des grands ensembles. On allait jouer, entre autres, sur les quartiers nord, etc. Oui, oui. Voilà. Enfin, les C'était- quartiers nord n'étaient pas encore les quartiers nord. Hein. Ça commençait quand même. Non, Hein. mais Frévalon existait Ouais, déjà. vous êtes né en vous voyez, 53. Hein. Je suis né en 53. Ouais. Faites pas votre âge. Hein. C'est un pacte que j'ai passé avec Satan. Vous avez décidé de ne pas vieillir. Voilà. Hein. Alors, vous êtes normalien, ce qui est normal. Agrégé de lettres modernes ou classiques? Moderne. Oui, évidemment, oui. Il n'y a plus d'agrégé de lettres classiques maintenant. Hein. Non, mais j'étais plus heureux comme ça. Ouais, Voilà. vous avez fait du latin quand même, du grec? Oui, Grec, oui, j'ai fait grec, du latin et du grec. Oui, d'accord. Et vous êtes surtout connu maintenant pour les ouvrages que vous avez écrits sur l'état délabré de l'enseignement. Hein. Votre dernier livre qui est passionnant, mais c'est un peu comme un roman policier, hein. Une descente aux enfers. Hein. On a un peu des frissons, hein, qui s'intitule L'école sous emprise. Bon. Mais Mon j'aime ami- bien l'idée de roman policier, c'est le who did it. C'est ça, Vous voilà, voyez, tout à fait. Qui a fait ça? Tout à fait. Alors là, bon, quand on ouvre les pages de ce livre, j'ai envie de dire que on pénètre dans une demeure délabrée, hein, angoissante, fantomatique, effrayante, que vous décrivez, l'école. Alors, votre premier chapitre s'intitule Le djihad scolaire. Pourquoi ce titre? Alors, la première chose essentielle, il faut comprendre que si les islamistes, en l'occurrence spécifiquement les frères musulmans, se sont attaqués à l'école, c'est parce qu'ils ont fait une analyse extrêmement serrée, très intelligente, qui est que l'école était à la fois le réceptacle et la matrice de la nation française. Et ce que la nation elle-même ne sait plus actuellement. Hein. La nation traite l'école comme la justice, comme un département. Non, ouais. c'est à la base. Et se sont-ils dit, nous n'avons pas de moyens, en dehors des millions d'euros que l'Europe leur déverse gracieusement, nous n'avons pas de moyens, nous allons passer par l'idéologie. Il faut comprendre quelque chose, c'est absolument essentiel. Aussi bien la droite que la gauche française sont au fond d'inspiration marxiste, c'est-à-dire c'est le facteur économique qui est déterminant en dernière instance. Pour les islamistes, c'est le facteur idéologique qui est déterminant en dernière Et ils ont instance. raison. Et bien sûr qu'ils ont raison. Mais Gramsci l'avait vu avant eux. Hein. Gramsci l'a vu avant eux et Mao l'a vu avant eux également. C'est-à-dire c'est par l'idéologie qu'on entre véritablement. En particulier, alors ça c'est le deuxième point, qu'on entre dans les crânes dévastés par des pédagogies très hasardeuses qui sont au point depuis les années 70-80. Et alors, Voilà. pour continuer hein, dans le sens de ce que vous dites, il y a toute une rhétorique qui a été mise en place. Du vêtement, de la parole, et une exploitation des droits de l'homme aussi à des Alors, fins de... je vais vous dire, en 2016, Daesh avait explicité ce qu'ils appelaient la politique des 1000 entailles. Les 1000 entailles, ce sont des petits accros, en quelque sorte, mais répétés à droite, à gauche, rien d'absolument spectaculaire, mais la masse elle-même crée un mouvement. Donc ça a été le voile, puis ça a été la djellaba, puis ça a été la burqa, puis ça a été l'abaya, puis ça a été l'exploitation, ça il y a un long chapitre du livre là-dessus, de la loi Jospin de 1989
qui est le début de l'Apocalypse, c'est-à-dire le droit à la parole des élèves. Il est devenu impossible quasiment de les couper. Et l'élève disant « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais qui tu es ? Qui tu es pour ne pas être d'accord avec moi ?» Il est évident que la seule réplique décente, c'est celle que nous avons entendue, vous et moi, quand on était gamin, qui était « Tais-toi, tais-toi, Écoute. silence, écoute, tais-toi et écoute. » Et éventuellement prends des notes, ça c'est un peu plus tard. C'est fini, c'est fini. La Terre est ronde, moi je crois pas, monsieur. 25% des élèves musulmans pensent que la Terre est plate. Comme un exemplaire du Coran et comme leur smartphone. Vous voyez, Mais alors que fait le prof en face de ce eh type bien, de le prof, comportement? alors, vous avez deux sortes de profs. Vous avez ceux qui essaient malgré tout de transmettre des choses précises. Deux exemples, Samuel Paty par exemple, Dominique Bernard par exemple. Évidemment, ça ne leur a pas porté bonheur. Et puis vous avez ceux qui disent Amen, ce qui est bien le comble quand vous avez des islamistes en face, parce que ils n'ont pas envie de finir comme Samuel Paty et comme Dominique Bernard. Voilà. Donc c'est le côté toutes les opinions se valent, tu as raison de dire ça, mais enfin on pourrait peut-être discuter. On perd un temps considérable à prouver quelque chose qu'Ératosthène a prouvé au 5e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, en mesurant l'ombre à deux endroits d'Égypte différents. Oui, oui, oui. De la même manière, un prof d'histoire, et Dieu sait que l'histoire c'est central dans cette occupation du terrain, un prof d'histoire va dire on va étudier la Shoah. Ah non, monsieur, c'est une invention des Juifs, monsieur. Et qu'est-ce qu'il fait? Ouais. C'est-à-dire que ce qui, dans les années 70, était un délit, rappelez-vous l'affaire Forisson, etc., est devenu actuellement le discours de base de gosses qui arrivent bardés de certitudes. Question. Ces certitudes que ces gosses viennent vous opposer dans l'école, elles viennent d'où? Alors, je crois que tout part d'une mauvaise... Qui leur inculque ça? C'est une mauvaise appréciation de l'enfant. Qu'est-ce que c'est que l'enfant? C'est un amas de cellules qui poussent de façon désordonnée et auquel le maître, l'instituteur, ça veut dire littéralement celui qui vous fait tenir droit, auquel le maître va donner une forme. L'école est là pour dénaturer l'enfant. Si vous le laissez à la nature, il va être soumis au tir de barrage de la cellule familiale, de l'immeuble, du quartier, de la communauté, c'est-à-dire toutes sortes de gens qui, soit par bêtise, soit par tradition, soit par calcul, vont lui inculquer des notions délibérément fausses. Il faut bien comprendre que ça n'aurait pas marché si l'enfant avait eu simultanément avait été soumis à un tir de barrage scolaire de notions véritables. Alors les défaillances... Alors, bon, donc, il y a un endoctrinement parental, environnemental, communautaire, voire peut-être religieux, assurément même, et l'enfant devient le porteur de ce bagage idéologico-religieux, communautariste, et l'enseignant, lui, ne peut plus rectifier le tir idéologique. Souvent, il n'ose pas. Souvent, il n'ose pas, et pour une petite partie d'entre eux, alors on va dire les choses carrément, ceux qui votent LFI, oui. Il ne veut pas le rectifier, parce qu'il se dit, mais après tout, moi j'ai la culpabilité blanche, qui suis-je pour modifier ce que pensent des racisés que j'ai face à moi, etc. Et là on arrive au bout. Mais il faut voir une chose, c'est que qui sont ces profs? J'avais écrit le premier état de la farine du crétin en 2005. La loi Jospin, c'est 1989. Les gens qui sont nés juste avant 1989, qui ont été élevés dans l'école telle que Lionel Jospin l'a voulu, puis dans l'école telle que l'Europe
du protocole de Lisbonne en 2000 l'a voulu aussi. Dans l'école telle que François Fillon, qui n'était pas une lumière, l'a voulu en mettant en avant les compétences au détriment des savoirs. Dans l'école telle que Vallaud-Belkacem a fini par la fabriquer ou la défabriquer, comme vous voulez, ces gens-là sont profs actuellement. Ou députés. Sébastien Delogu, par exemple, il sort de ça. Panot aussi. Vous avez toute l'avant-garde de ceux qui pensent tordu en France, qui sont nés dans les années 86-89, et qui ont été formés par des pédagogues dont Jean-Claude Michéa a fait un bouquin en 2000 qui s'appelait L'enseignement de l'ignorance. Bon, on leur a appris l'ignorance, c'est-à-dire rien. À la place de taisez-vous, tenez-vous à vos droits, prenez des notes, on leur a dit mettez les tables en carré, discutez entre vous, créez un brouhaha communicatif. Tout ça est dans le livre, hein, bien sûr. Hein, on a le survol du livre, mais c'est dû à quoi dans la tête de ces profs? C'est des Roland de mai 68, c'est une construction idéologique, c'est quoi Gilbert Collard, mai 68, c'est très vague. C'est très précisément, prenez l'exemple de Jospin. Qu'est-ce que c'est que Jospin? C'est un trotskiste. Oui. Qu'est-ce que c'est que Mélenchon? C'est un trotskiste. L'idéologie trotskiste a éliminé, c'était le principe même, c'est au nom de ça d'ailleurs que Staline a éliminé Trotsky, a éliminé la notion de nation au profit de la notion globalisante de prolétariat mondial. C'est entré en coïncidence à l'horizon 2000 avec les déductions de Terra Nova, qui était l'un de ces think tanks, comme on dit en français moderne, de gauche, disant « Nous avons perdu le prolétariat français qui actuellement vote FN, ou RN, comme vous voulez, il nous faut trouver un nouveau prolétariat. Ce prolétariat, nous allons le trouver dans les banlieues. » Et il n'y a pas de problème d'ailleurs, LFI se fait élire dans les quartiers nord de Marseille, en Seine-Saint-Denis. C'est indiscutable, voilà. Oui. Et ce qu'ils n'ont pas compris d'ailleurs, c'est que les gens qui votent pour eux les utilisent actuellement avec comme projet de les éliminer par la suite. Et de prendre leur place. Et de prendre leur place. Et ce qu'ils feront. On a vu ça aux États-Unis il n'y a pas très longtemps, dans la banlieue de Detroit, une petite ville où des islamistes ont pris le pouvoir grâce au wok de service et qui, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, ont éliminé les femmes, les homos, c'est-à-dire tout ce qui pour eux était répulsif, mais qui les avait aidés, à force de culpabilisation, de discours lénifiants, d'internationalisme prolétarien, etc., les avait aidés à venir au pouvoir. Il faut bien comprendre que c'est une lutte, que c'est une vraie guerre. Florence Bergeau-Blacker, qui a fait la plus belle étude récente sur les réseaux fréristes, parle, elle, d'une guerre à bas bruit. Oui, une guerre à bas bruit, on a vu qu'en Angleterre, en début de l'été, ça pouvait devenir une guerre bruyante quand même. Et on n'est pas loin en France. On n'est pas loin. Comment expliquez-vous qu'un pays culturel comme le nôtre, avec son armature linguistique, historique, culturelle, référentielle, comment expliquez-vous que il ait pu, ce pays, reculer à ce point devant la rhétorique frériste? Parce que moi, je pense que le combat est rhétorique. En précisant bien que les frères musulmans ont un maniement de la rhétorique remarquable, tout à fait remarquable. Mais l'avocat que vous êtes peut admirer d'ailleurs la façon dont Tariq Ramadan vend sa soupe. J'ai toujours dit, moi je me rappelle très bien d'une intervention que j'avais été amené à faire, qui m'avait valu beaucoup de critiques, qui avait fait rigoler tout le monde, du reste. J'avais dit, le combat désormais il est rhétorique. Et le terme d'islamophobie montre bien qu'on est dans une utilisation rhétorique et que c'est par la rhétorique qu'ils essayent aujourd'hui de gagner. Oui. Alors une rhétorique qui après est reprise par des gens qui ne savent même pas ce que les mots veulent dire. C'est pas nouveau. Rappelez-vous, lors de l'affaire Dreyfus, la droite anti-dreyfusarde avait
mis au point le mot intellectuel Oui, c'est pour vrai. désigner Zola et ses amis. Oui, 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 oui. Ce qui est assez drôle, c'est que dans la bouche des musulmans, on va dire fanatiques, intello prend la même connotation, avec d'ailleurs un côté enjuivé Oui, oui. derrière. Et il faut voir, faut bien voir la façon dont ça se passe. C'est-à-dire que ils ont fini par récuser la pensée française, ils ont récusé le siècle des Lumières, ils ont récusé l'encyclopédisme, parce qu'ils sont l'obscurité. Ils ont la rhétorique de la nuit. Vous voyez, et c'est une rhétorique très forte, en fait, surtout sur des esprits faibles ou malades. Et nous avons fabriqué, grâce à ce qui est devenu l'école, nous avons fabriqué 2 générations maintenant d'esprits faibles et très malades. Est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, une forme de suicide occidental? On a le sentiment que dans nos écoles maintenant, c'est l'abandon, quoi. C'est le renoncement. Alors, C'est de l'ordre quasiment de la baleine qui s'échoue. Alors il est possible qu'il y ait comment dire, un je m'en fichisme général, Une c'est-à-dire... fatigue peut-être aussi, non? Puis non, le côté, ce qui compte, c'est de vendre des objets de consommation, etc. Et c'est une erreur absolument faramineuse parce que nous sommes bons à un niveau productif ou à un niveau industriel que si nous avons une culture forte. Un exemple parmi d'autres, vers la fin des années 80, Toyota a installé une usine à Valenciennes, dans le nord, pour fabriquer les Yaris. Et ils ont choisi, ils avaient une possibilité en Écosse, une en Allemagne. Ils ont choisi la France parce que l'ouvrier français avait un niveau culturel très supérieur et que Toyota savait que ce niveau supérieur se traduisait en gain de productivité. Bon, actuellement, ils ne le feraient pas. Actuellement, ils ne le feraient pas. Actuellement, ils feront leur usine à Séoul, Et à pourquoi ils ne le Singapour. feraient pas actuellement? Parce que le niveau de l'ouvrier et d'ailleurs le niveau du français de base, je le dis à ceux qui nous écoutent, a chuté d'une façon cataclysmique, y compris le niveau des soi-disant élites. Je cite dans ce livre, entre autres, l'avis du jury de l'ENA, constatant, j'ai fait ça sur les 5 dernières années, un effondrement du niveau culturel des candidats, y compris des candidats reçus, et un défaut d'imagination absolument grandiose. Moyennant quoi, quand ces jeunes petits cons se retrouvent dans des cabinets ministériels, ils appliquent des recettes qu'ils ont apprises à l'école, ils sont incapables de voir ce que c'est que le vivant, c'est-à-dire quelque chose qui est ondoyant et divers, comme disait Montaigne. Ils sont incapables de s'adapter. Eh bien, quitte à faire du darwinisme, si vous vous adaptez pas, vous mourrez. Ouais. C'est de l'ordre, effectivement, non pas du suicide, mais, vous savez, comme les lemmings, c'est l'extermination de masse d'un peuple qui se jette à la rivière sans même savoir pourquoi. Et alors, quelle solution on va conclure, hein, parce que vous savez que aujourd'hui, la capacité de concentration est limitée. Hein. Si on veut, En classe, c'est 15 minutes. c'est bien. Voilà. C'est bien. 15 minutes, quand on obtient 15 minutes de concentration, C'est bien. Nous, quand on est vraiment très bon. il y a de ça quelques années, on nous disait qu'il ne fallait pas parler plus d'une demi-heure, parce qu'après, l'auditoire décrochait. Je pense Imaginez que- ce qu'auraient été les plaidoiries de Pollack ou autres aujourd'hui. Ah, moi, je me rappelle qu'on a retrouvé des plaidoiries qui duraient 3 heures, 4 Ouais. heures. Aujourd'hui, si on veut être suivi, il faut que ça dure 15 minutes, 18 minutes, sinon c'est terminé. On est dans le monde de la pensée télégraphiée. Hein. C'est terrible. Hein. Donc il faut forcément conclure pour respecter le format. Hein. Vos solutions? Alors, les solutions, c'est... il ne peut y avoir de renouvellement d'école. Alors, je dis bien renouvellement. Il s'agit en aucun cas de revenir à des formes antérieures. Personne n'accepterait que l'on revienne à l'école des années 70. Je prends un exemple, j'ai passé le bac en 1970, il y avait 65% de réussite. Qui accepterait 35% de redoublant en terminale aujourd'hui, hein? Qui oserait le dire à son voisin, hein? Il faut réinventer l'école sur des bases idéologiques, au sens pur du terme, c'est-à-dire qu'il faut que l'école
à nouveau soit le fer de lance des nouveaux hussards de la République, et pour ce faire, il faut réinventer l'État. Oui, moi je dirais qu'il faut faire revenir l'État. Du reste, ma préconisation, c'est un ministère du courage. C'est une possibilité, mais ma préconisation sera peut-être d'en finir avec le ministère de l'Éducation et de le confier vraiment à des techniciens qui ne soient pas des politiques, parce que le temps politique, c'est un temps très court, et le temps de l'éducation, c'est un temps très long. Il faut des gens qui pensent 10, 20 ans à l'avance, alors que les politiques regardent à 6 mois et regardent leur prochaine réélection. Ils regardent la durée du mandat. Hein. Voilà. Voilà le livre. Voici le livre, pardon. Il faut le lire. Bon, c'est un peu angoissant, hein, mais c'est comme un roman policier, mais qui entre dans le réel. Merci. Hein, Merci à vous.